Il a travaillé activement à la promotion des athlètes québécois aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Hood. Bonjour, M. Gilles. Quand M. Lesage a quitté la direction du Parti libéral, vous avez été le premier à appuyer Robert Bourassa. En avez-vous discuté avec vos collègues? Comment vous avez pris cette décision-là? Dans le train des députés, qu'on appelait. Le train des députés, c'est le train qui partait le mardi matin de la gare Jean-Talon à Montréal, puis qui s'emmenait à Québec, et qui repartait le vendredi après-midi pour ramener les députés vers Montréal. Il aurait été à Trois-Rivières, quelque chose du genre. Alors, je voyageais beaucoup avec Robert Bourassa dans le même train. Je voyageais beaucoup avec mon pote Georges Tremblay. Mais dans le train, les chicanes avaient commencé à l'Assemblée nationale sur le départ de M. Lesage. Il y avait des députés qui souhaitaient que M. Lesage parte. Ils disaient dans mon comté, ça passe pas. Puis là, il y en avait qui se trouvaient toutes sortes de raisons. Et ce que j'ai trouvé d'admirable chez M. Lesage, c'est qu'un jour, il est arrivé au caucus, puis il a dit, on va faire un tour de table. Vous allez dire si je dois rester ou si je pars. Qu'est-ce qu'il en pense dans votre comté? Et c'est là que j'ai vu, mais que je nommerai pas, parce qu'il y en a qui sont vivants. C'est là que j'ai vu la différence, pour la première fois de ma vie peut-être, entre un diplomate et un politicien. Entre un neutre et un gars qui n'a pas peur de donner son opinion. Alors nous, on en avait 3 4 dans la catégorie des neutres, qui ne prenaient jamais position, qui trouvaient toujours le moyen, lors d'un congrès à chefferie, pour donner un exemple, d'être neutre parce que ça prenait quelqu'un de neutre pour compter les votes. Enfin, des histoires comme ça. Toujours un prétexte pour être neutre, pas prendre de position. Alors, ils avaient l'impression qu'ils étaient toujours au pouvoir. Alors, finalement, M. Lesage est parti. Et dans le train, je reviens à mon train. Je voyageais souvent à côté de Georges Tremblay. Et puis, à un moment donné, Georges, il dit, « T'es pas tanné, là, dans le caucus, la chicane, là, ça va être effrayant. M. Lesage s'en va. Là, la chicane va pogner entre Wagner, Laporte, et puis les anciens, là. » Il dit, « Qu'est-ce que tu dirais si on poussait notre jeune génie, Pierre, notre jeune génie Robert Bourassa? » Et celui qui a aidé peut-être le plus, Robert, moi j'ai fait toute la campagne à la chefferie, c'était Alcide Courcy, vous vous rappelez d'Alcide, hein? L'organisateur. L'organisateur. Alcide qui faisait des discours, il venait mouillé, comme on dit, en lavette. Puis c'était le premier qui comparait Robert Bourassa à John F. Kennedy, parce que Robert est allé étudier en Angleterre, il était économiste. Alors, pour un Canadien français, là, un Québécois, comme on dit aujourd'hui, ordinaire, comme moi j'étais, puis comme Georges Tremblay était, le mot économiste, pas sûr qu'on pouvait l'écrire correctement, tu comprends? Alors, on était pâmés. Alors là, Georges, j'ai dit, maudite chicane, là, fatigant, ça. Ils ont sollicité par un, sollicité par l'autre. Bon. Il dit, pourquoi qu'on ne pousse pas? Il dit, le jeune génie, il dit, Alcide, il va embarquer là-dedans, puis bon, il en nomme 2, 3. Et c'est comme ça qu'on a décidé, quand c'était l'heure puis la date, tout ça, de dire, voilà, il faut bien qu'il y en ait un qui parte le bal. Moi, j'ai parti de balle. Puis on a commencé avec Alcide, qui était l'organisateur en chef, à faire la tournée du Québec. On allait partout dans les comtés. Et puis, on travaillait fort pour faire élire Robert Bourassa. Et il a été élu. Il a été élu. Et quand on regarde les vieilles prises de vue de la télévision de l'époque, du Congrès au Colisée, eh bien, je me vois encore à côté de Robert. Et puis, savoir comment j'étais content. Robert, c'était tellement le bon gars qu'il n'y avait jamais une scène dans ses poches. Tout le monde disait, ah, il n'a pas besoin, il a marié une petite Simard de Sorel. C'est vrai. Robert, il ne demande rien, Robert. Il y avait tout. Il y avait des beaux enfants, il y avait une jolie femme, puis de l'argent, il n'avait pas besoin de ça. Robert Bourassa, c'était un gars honnête, un gars qui avait des idées
pour des grands projets. Tu sais, c'est lui qui pensait à la baie James, puis enfin, des grands projets. Il voyait loin, Robert Bourassa. Puis il était bon, tu sais, avec un grand B. Alors moi, c'est le souvenir que j'ai là, de la première victoire en 70. Et cette victoire au leadership, peu de temps après, bien là, la campagne électorale, pour de bon. Et là, quelle sorte d'engagement vous avez pris? C'était votre deuxième. Sentiez-vous un vent dans le dos? On sentait un vent dans le dos. Et je sentais pour mon comté que ma campagne électorale, il n'y avait rien de mieux. Mais ma promesse à la mise en candidature, c'était d'abord et avant tout le monde, les citoyens de mon comté. Je vous donne 2-3 exemples. Dans mon comté, j'ai aidé des gens dans le temps de Noël. Dans ce temps-là, il y avait des gens qui avaient le pouvoir à l'Hydro-Québec de couper l'électricité la veille de Noël à un gars qui n'avait pas payé son compte. J'en ai vu pleurer dans mon comté, dans mon bureau, dans mon petit bureau, là, un garage aménagé que j'avais installé. Bon, faire des démarches pendant 2-3 heures de temps avant de rejoindre la bonne personne qui donne le OK de replacer l'électricité. Tu sais, un gars qui est marié, 2 enfants, la veille de Noël, quand tu gèles, tu ne coupes pas l'électricité. Il paiera son compte plus tard. Bon, il y a d'autres moyens. En tout cas, ça a été corrigé depuis, ça? Oui, ça a été corrigé, Dieu merci. Mais tu me demandes ce que j'ai fait comme deuxième campagne. J'ai tout simplement reproduit sur une grande feuille de papier, dans certains cas, toutes les petites manchettes que j'avais obtenues et ce que j'avais fait pour mon comté. Et c'était le message. Et j'étais le spécialiste comme je disais tantôt, les réunions de cuisine qui, 4 fois sur 5, se font dans un sous-bassement. D'accord? Et quand tu descends, j'ai même donné des cours là-dessus au parti, à la demande de M. Bourassa. Quand tu descends un escalier dans un comté comme Fabre, dans un bungalow, la cuisine est ordinairement à droite quand tu descends. Puis à peu près dans le milieu de l'escalier, quand tu descends au sous-sol, il y a une tablette. Puis sur la tablette, tu as des trophées ou des médailles. C'est ça chez nous. Quand tu descends, puis tu vois 3 trophées de bowling, il faut que tu prennes pour acquis, si tu es moindrement terre à terre avec ton monde, qu'il y a au moins une personne qui joue au quilles dans la maison. Puis si tu jettes un œil dans la cuisine, puis tu vois un parc de bébés, bien, il y a un bébé dans la maison. Alors, moi, je passais des fois 1 heure à parler à 10, 15 femmes puis Marie dans le sous-sol. Pas un mot sur la politique. Je parlais des petits, je parlais des quilles, je parlais de voyage. J'avais voyagé beaucoup. Alors, j'ai fait toute ma deuxième campagne électorale, puis j'avais un gros joueur. Ben oui, c'était... C'est vous qui me l'avez rappelé l'autre fois. Oui, un proche de René Lévesque, Jean-Roch Boivin. Il est devenu chef de cabinet ou enfin quelque chose du genre. Jean-Roch Boivin. Mais moi, Jean-Roch Boivin, j'ai fait une campagne électorale, on était à un contre l'autre. Jean-Roch Boivin, c'était un ancien de Grasset. 2, c'était un des meilleurs joueurs de hockey au collège. Puis 3, c'était presque mon voisin. Il habitait à Ville-Laval. Alors, Jean-Roch Boivin, puis moi, on a fait la campagne, proprement. Lui, il la faisait pour son parti, moi, je la faisais pour le mien. Il est rendu minuit moins quart. Mon organisateur, Raoul Laforte, il n'est pas capable de me dire avec précision, puis jurer sur la tête de sa mère, que j'ai gagné par 95 votes. Là, je dis, écoute, on va régler ça, moi, je t'ai promené fou, là. Hein, t'as ton père, ta mère qui sont assis dans une chaise, qui blâmaient sa vie d'œil, ta femme, tes enfants qui ne sont pas encore endormis, tu es chez vous, tu attends le résultat pour aller à la salle où toute ton équipe t'attend. Je prends le téléphone, j'appelle chez Jean-Roch. C'est lui qui répond. Jean-Roch, c'est Gilles, oui. Ils ont le même problème que moi. Je dis, oui, je dis, écoute, Jean-Roch, c'est qui gagne? C'est-tu toi qui gagne ou c'est moi qui gagne? Ils ont envoyé prendre un par un. Ça a pris une demi-heure, on avait 300 Paul, c'est un gros comté, il y avait 40 000 électeurs. Paul numéro 1, combien as-tu? Combien j'ai? Bon, ça arrive à kiff. On a fini la soirée, finalement, mon téléphone. Au lieu de 95, j'en avais 100 de plus. Mais il dit, je te le dis tout de suite, je conteste l'élection. Parce qu'il dit, tu as plein d'Italiens qui ne sont pas citoyens canadiens, d'après mes organisateurs, qui ont voté pour toi. Ah, je ne savais même pas. OK, on se reverra à l'ancien hôtel de ville de Montréal, le palais de justice. Il ferme le téléphone. On arrive devant le juge Gault, il y a à peu près 6 avocats du Parti québécois. Moi, je n'ai un que je ne connaissais même pas, qui s'est présenté. Il dit, le parti m'envoie pour... Mais j'avais un organisateur qui est devenu député, Bernard Lachambre. Lui, il savait que dans la boîte numéro, je ne sais pas quoi, disons 32, dans Cap-Saint-Martin, on savait que les membres du Parti québécois étaient beaucoup plus sévères quand ils comptaient les votes
pour le X. Si le X dépassait un peu la ligne, il rejetait. Alors, Bernard savait qu'il y avait une boîte où j'avais eu, disons, quelque chose comme 40 ou 45 bulletins de rejetés Gélude. Alors, il dit au juge Gault, après quelques boîtes examinées, « Allez donc voir, demandez donc, monsieur le juge, telle boîte. » Le juge regarde la boîte à l'envers, puis voyons donc, on reconnaît la volonté du voteur. C'est clair que ce gars-là, il a dépassé la ligne un peu, mais il votait pour Gélude. Bon, il l'a mis pour. Alors, le vote est revenu de mon bord. En 70, à l'élection de 70, vous êtes réélu et les libéraux prennent le pouvoir. Ouais. Plusieurs commentateurs vous voyaient déjà ministre, C'est vrai. probablement des sports. Avez-vous été profondément déçu de ne pas l'être? Très déçu, mais d'un autre côté, j'avais un statut particulier. Déçu parce que la veille de l'annonce du cabinet, la veille, même Claude Ryan, à la 6e ou 7e ligne, tu sais, il faisait le cabinet d'avant, le remplacement de Gabriel Loubier ou de Morin, là, Gilles Hood. Bon, en tout cas, tout le monde, c'était dans l'air. Et puis finalement, le lendemain, je ne le suis pas. Mais sur le lendemain, Robert m'a fait venir à son bureau. Et puis là, il est le premier ministre, puis tout ça. Et puis je suis nommé là, responsable du Haut-Commissariat. Mais est-ce que vous a donné des raisons pour lesquelles Oui, il n'y avait pas de ministère. Un, il dit qu'il n'y a pas de ministère. Deux, puis vous avez connu M. Bourassa. Robert, quand il aimait quelqu'un, je pense qu'il faisait ça avec d'autres aussi. Il se levait debout, mettait la main sur l'épaule, puis il pleurait presque. Alors, il m'a fait son théâtre, comme on disait. Puis, je l'ai dit ça, je pense, combien de fois j'aurais voulu le détester, ce gars-là, mais je n'y arrivais pas. Mais il dit, Gilles, tu vas être un cas spécial. Et j'ai été un cas spécial, à tout point de vue. Il avait fait entendre avec l'opposition, j'avais le pouvoir de répondre aux questions. Je n'étais pas l'adjoint parlementaire d'un individu, j'étais responsable du Haut-Commissariat à la jeunesse, au sport et aux loisirs. Je défendais mes budgets. J'avais une équipe extraordinaire, tout le monde était spécialiste et tout le monde écrivait. Je ne sais pas si vous avez parlé du rapport Gélude, on a été élus le 29 octobre. Quelques mois à peine après, on pondait un texte en 3 volumes et un résumé, le 3e volume, des 2 autres, Situation de l'éducation physique depuis 50 ans. 50 ans. Je l'ai présenté au Conseil des ministres. Et dans ce document-là, on ne voulait plus, notre équipe, on voulait changer, on ne voulait pas rester avec, pas à cause de Jean-Paul Lallier lui-même, on ne voulait pas rester avec les communications. Notre place, nous, notre concept, le Père de la Sablonnière, tous les autres, les pionniers, Vent du Bois, nous, c'était à l'éducation. On voulait avoir une influence à l'éducation pour que les enfants bougent, pour que les maudites cours d'école en asphalte disparaissent. Alors, on voulait être avec l'éducation, parce que là, il commençait à avoir des écoles secondaires. Il y avait des cégeps qui s'en venaient. On a eu des défaites épouvantables puis des victoires aussi. Une grosse défaite, par exemple, je suis directeur des sports au Centre Paul Sauvé puis à la Palais National, supposons, juste avant d'être élu. Roger Latourelle était à la Palais National, c'est le grand patron. Il se construit un cégep à côté du Centre Paul Sauvé, ça rue Beaubien. Les cégeps avaient le droit d'avoir une piscine. On a dit au directeur du cégep, nous, on a de la glace, on a 5 glaces de curling, on a les arènes de boxe, on a tout ce qu'il faut pour à peu près tous les sports, sauf qu'on n'a pas de piscine. Votre piscine, qu'elles avaient droit, on va la mettre dans le Centre Paul Sauvé. Puis le Centre Paul Sauvé, tous les jours, de 8 h du matin, si vous voulez, à 6 h le soir, ça va être au cégep. Tu sais, on a voulu faire comme ça du marchandage. Ils n'ont jamais voulu. Les purs, en éducation, on a le droit d'une piscine, on prend une piscine. Bon, en tout cas, des choses comme ça. Il y a des centaines d'enfants qui n'ont pas de patinoire, de glace artificielle. C'est au début de mon mandat. À quel je dis, les gars, on se réunit, là, on ouvre une carte. Et là, on commence le long du fleuve, les paroisses classées les plus pauvres, les endroits les plus éloignés. On en choisit 10. Je suis allé cogner à la porte de Raymond Garneau. On ne m'entend pas, là? Raymond Garneau, il m'a donné comme ça, 2 millions. Ça voulait dire 10 patinoires à 200 000. Là, on a choisi 10 villes. Moi, je vais aller inaugurer Lebel sur Quévillon, fin fond de l'Abitibi. Je suis revenu avec une belle paire de raquettes, une paire de mitaines que les Autochtones m'avaient données. Sauf
que je n'avais pas regardé qui était le député dans ce coin-là. Et là, j'ai eu un téléphone d'un personnage très influent auprès du premier ministre, dont les initiales, c'est PD, Paul Desrochers. Il m'a engueulé comme du poisson pourri. Parce que j'avais donné des patinoires sur 10, il y en avait peut-être 3 ou 4 qui étaient un au Crédit social, l'autre était, je ne sais pas, mais ceux qui restaient de l'Union nationale. Tu comprends-tu? Je n'étais pas suffisamment partisan. À la même période, en début de mandat, là, quelques jours après, Montréal obtenait les Jeux olympiques de 1976. Oui, le 12 mai. Le 12 mai. Ça vous rappelle des choses, ça, parce que vous aviez des grands projets, mais qui n'étaient pas les mêmes que ceux du maire Drapeau. Non, non. Le maire Drapeau, c'est un homme extraordinaire qui avait fait l'enquête avec Pacifique Plante. C'est un gars qui voyait très grand. Il y avait des grands projets. L'Expo 67, le métro, bon. Le maire Drapeau, je n'ai pas aimé à dire de ce côté-là. C'est un grand homme, quant à moi, là, qui avait beaucoup d'envergure puis il voyait loin. Mais par contre, comme tout le monde, il avait ses petits défauts. Et un de ses petits défauts, c'est qu'il connaissait absolument rien au monde sportif, pas encore moins à l'olympisme. M. Bourassa devient premier ministre. Quelques semaines après, peut-être 2 semaines, le 12 2013, M. Drapeau revenait d'Amsterdam où on avait gagné le vote. Ça faisait 4 fois qu'on essayait à Montréal. Quelques jours plus tard, M. Bourassa me nomme, agent de liaison, etc. Et je reçois une invitation pour aller au bureau du premier ministre pour une réunion très importante avec le premier ministre, Guy Saint-Pierre, qui était à ce moment-là ministre de l'Éducation, le maire Drapeau, il y avait Pierre Charbonneau, là, le centre Pierre Charbonneau, et je pense, Paul Desrochers, et je pense que Louis Chantier assistait à la réunion. En tout cas, je me souviens très bien, comme c'était hier, que le maire Drapeau était assis en face de moi. Alors, le maire Drapeau, il dit, je m'en viens vous annoncer. Il n'a pas dit, je m'en viens vous consulter. Il a dit, je m'en viens vous annoncer que les Jeux olympiques de 1976 auront lieu sur la rue Sherbrooke, Carrefour, Pineuf et Viau, qui était un ancien parc du temps de Camillien Wood, à l'époque du chômage, du grand chômage. Il y avait même déjà eu une remontée mécanique, là. Je m'en viens vous annoncer que les Jeux vont avoir lieu là, que le village olympique va être de l'autre côté de la rue. Moi, dans ma grande naïveté, Guy Saint-Pierre annonce, lui, en même temps, « Ah, ça va être le fun. » C'est le seul qui est encore vivant, là, qui peut témoigner. Guy Saint-Pierre dit, il va y avoir de la construction à Montréal. Moi, je vous annonce qu'on va avoir une nouvelle université, l'UQAM. Moi, dans ma naïveté, petit Joe connaissant, on était allé dans les Olympiques. Il n'y en avait pas un autour de la table qui était déjà allé aux Jeux olympiques. Alors, je tape sur la table comme ça. Je dis, bravo, M. le maire. Pour une fois, on a la chance d'avoir le plus beau campus au Canada. L'université, au site olympique, ça dure 15 jours, les Jeux olympiques. Il y avait de la place pour loger 4000 étudiants dans le village. Il y avait au coin de la rue Pineuf, le château du Frêne qui était à peu près abandonné. Il y avait le centre Pierre Charbonneau. Il y avait l'aréna Maurice Richard. Il y avait le terrain de golf juste en face, là, au bord de la rue, c'est la rue Sherbrooke. Sur l'autre coin, tu avais le jardin botanique au complet. Imagine-toi le nombre de facultés. Un peu plus loin, tu avais l'hôpital Maisonneuve, imagine pour la médecine. Puis encore un petit peu plus loin, l'Institut de cardiologie. Et sur tous les campus, il y a un moyen de transport, que ce soit le vélo, que ce soit un minibus, une navette. Bon, les étudiants ont un cours à telle heure ici, ils prennent la navette ou le bicycle, puis le vélo, puis ils vont. Là. Bon. Là, M. Drapeau a fait une crise, un coup de poing sur la table. Puis il a dit au premier ministre comme ça. Il a dit au premier ministre, écoutez-les pas, il ne connaît pas ça. Moi, je veux une université sur le trottoir, c'est son expression. Université sur le trottoir. Mais il l'a sur le trottoir. Il l'a à un tel point qu'il n'y a encore pas longtemps, le recteur faisait une déclaration quant au nombre d'aiguilles qu'il trouvait un peu partout dans les toilettes. Ils sont obligés d'installer des caméras pour savoir qui est étudiant et qui est un gars de la rue. Ils sont tous là, à l'ancienne place du Dupuis. Alors, M. Drapeau m'a écrasé, ça c'est sûr. J'en ai voulu un peu, puisque 35 ans après, ou presque, ça va faire 35 ans au mois de juillet prochain, que les Jeux ont eu lieu. Et il a construit son université sur le trottoir.
Ils ont démoli l'église Saint-Jacques, ils ont démoli, bon, un tas d'affaires. Puis, M. Drapeau, il avait le malheur d'ajouter, de dire à M. Bourassa, il dit, à part ça, il dit, ça va vous épargner de l'argent. Bourassa dit, oui, comment ça? Il dit, les étudiants de l'UQAM vont avoir un permis spécial pour aller faire leur éducation physique et leur sport au Parc olympique. Là, je dis, excusez-moi, là, mais je dis, M. Drapeau, avec tout le respect que je vous dois, vous ne connaissez pas les étudiants. Vous pensez vraiment, là, qu'un étudiant va partir au coin de Sainte-Catherine, là, hein, et puis Saint-Denis, qui va descendre 3-4 étages, aller prendre le métro, faire 15 minutes de métro pour rentrer dans le parc olympique, ressortir du trou pour monter en surface, aller à la piscine ou au gymnase et revenir pour son deuxième cours. Un, il n'y a pas le temps. Trois, pensez-vous que quelqu'un va faire ça, s'habille, déshabille, prendre la douche? Je dis, vous ne connaissez absolument pas la mentalité des jeunes. Il a gagné quand même son point. Pour la seule fois de ma vie, j'ai trouvé mon premier ministre un petit peu faible, de ne pas tenir le bout. Et puis, mais on aurait dit que soit qu'il y avait une complicité à quelque part, c'était déjà que les dés étaient pipés, tu sais. Vous avez eu une fonction d'agent de liaison entre le CIO et le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est exigeant comme travail? Ça c'était, je pense, bon, il y en avait qui ont moi, je pense que c'est comment je disais ça, les gars, un petit nanan, un bonbon. Un bonbon que le premier ministre me faisait une fleur. Tiens, c'est plus élégant. Une fleur. Mais j'ai eu beaucoup de missions. De missions, parfois très importantes. Pour les Olympiques? Oui, après, là, une fois, pour toutes sortes de raisons. Tu sais, entre 70 et 76, là, soit quand j'étais au commissariat, soit quand j'étais avec Claude Simard au Tourisme Chasse et Pêche. J'avais des missions. Comme une fois, il y avait beaucoup de chialage avant les Jeux olympiques de certains pays, certains présidents de fédérations internationales. La piscine ne sera pas prête, telle autre affaire n'était pas prête, il y avait les grèves, bon. Et on s'en allait. Allait à Innsbruck. Il y avait une grosse réunion du comité international. Et puis, je me souviens comme si c'était hier, Gilles. On est assis comme ça, en randonnion. Chaque côté, c'est des estrades. Puis en avant, il y a Lord Killennan avec Monique Berlioz, l'ancienne championne nageuse de France, qui était la secrétaire du CIO. Et là, tout le monde parle, Ils font parler Montréal, où vous en êtes avec telle grève, tu sais, parce que là, ça faisait, je pense, un an et demi que tout le monde parlait juste du béton dans les journaux. Du béton, des grèves, des ouvriers, des syndicats. Pas un mot jamais sur le sport. Et puis, je me rappelle, Claude Rouleau avait dit, « Inquiétez-vous pas, la piscine, elle va être prête. » On était allés la veille, c'était juste des tuyaux. Mais on avait oublié que d'autres aussi pouvaient prendre l'avion, puis un jet, puis venir. Et il y a un petit Mexicain qui lève la main. Il dit, « Monsieur Killennan, il dit, nous, on a eu les Jeux olympiques chez nous. » Il était président d'une fédération quelconque. Il dit, « On a eu les Jeux olympiques chez nous, en 68. Puis il dit, on était pas mal moins avancé que Montréal, tu sais, temps pour temps, semaine pour semaine. Puis il dit, on n'a pas les mêmes techniques de construction. Il n'a pas dit, nous, on est plus lent, le soleil, bon. Non. Il dit, on n'a pas les mêmes techniques de construction. Il dit, moi, je fais confiance. Il dit, à Montréal, puis à M. Rouleau, ils seront prêts à temps pour les Jeux de 76. Vous avez été adjoint parlementaire Jean-Paul Lallier, mais toujours pour vous occuper de Haut Commissariat. Même chose avec M. Saint-Pierre, M. Faneuf. M. Cloutier. Bon. Est-ce que, pour vous, le travail d'adjoint parlementaire était stimulant? Oui, dans mon cas, c'était stimulant. Pour d'autres, peut-être que ça devait être ennuyant à mourir. Si le ministre, parce que techniquement ou légalement, tu es adjoint parlementaire d'un ministre. Sauf que moi, je le prenais comme un collègue. Dans ma tête, la façon que M. Bourassa me l'avait confié, Gilles, tu t'occupes du Haut-Commissariat. Mais quand j'étais avec Guy Saint-Pierre, c'était une perle. Guy Saint-Pierre, j'avais pas besoin de demander l'autorisation pour signer pour un chèque pour un athlète qui devait partir ou une fédération qui avait besoin de ci, puis c'était dans mon budget. Je défendais les crédits, j'assistais Guy dans toutes sortes de trucs sur l'éducation, pas seulement l'éducation physique, mais l'éducation avec les sous-ministres, les Martin et compagnie. Là. Bon, moi, j'étais heureux. Puis quand, Dieu merci, j'ai laissé, là, à un moment donné, ils ont changé de
de ministres. Alors, M. Saint-Pierre, Guy Saint-Pierre, que je vois très souvent le dimanche à Magog, bon, Guy Saint-Pierre, il a été nommé ailleurs, ou c'est moi qui est parti, il a été nommé ailleurs, puis là, ils ont nommé François Cloutier. Et là, vous avez finalement, il n'y avait pas d'atome crochu, vous avez démissionné avec lui. François Cloutier, c'est un psychiatre qui était très connu, qui avait eu une émission à la radio, Votre psy vous parle, ou enfin quelque chose du genre. François Cloutier, je ne sais pas s'il avait grandi, élevé en France. Je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, dans l'Avillon. À Paris, il était fort populaire. Il est fort populaire. C'est un sculpteur. Et c'est un gars qui parle un français comme Jean-Noël Tremblay dans le temps là, pour l'Union nationale. Bon, il parle un français mieux que n'importe quel français, un français impeccable. Sauf qu'il avait ses manières de travailler. Puis une journée, je ne devais pas filer, je me suis levé sur le mauvais pied, et puis ça a débordé. Alors, je suis parti, puis je suis allé dans le bureau de mon ministre. Il était occupé avec 2-3 fonctionnaires, puis le secrétaire, elle me dit, moi, 3-4 petits coups, toc, 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 j'ouvre la porte, j'ai Français, j'ai besoin d'une signature comme ça. S'il y avait eu des mitrailleuses, je serais mort. Je suis sorti du bureau. Là, après ça, quand il a eu fini sa réunion, là, il m'a accroché. Là, il a commencé à me dire, voici, pour me parler, c'est de telle heure à telle heure le mardi matin. Pour les signatures, c'est de telle heure à telle heure. Tu as toujours des petits quarts d'heure à peu près, tu sais. Le jeudi. J'ai dit oui, c'est comme ça. C'est pas un collègue, là? Non. Je suis sorti, j'ai dicté une lettre à ma secrétaire, j'ai mis dans une enveloppe à Jean-Pierre Dugas. Jean-Pierre traverse de l'autre côté, va porter ça au premier ministre. J'ai appelé ma femme, j'ai dit prépare-toi, Jean-Pierre, prépare-toi. Book-nous, on s'en va, toi, ma femme et moi, on s'en va à Acapulco, on disparaît, moi, je ne veux plus rien savoir. C'était une lettre de démission. Une lettre de démission. Donc, je suis parti à Acapulco. On était à Acapulco. Ça fait 3-4 jours qu'on est arrivé. C'est Robert. C'est mon premier ministre qui m'appelle. Gilles, je sais que tu n'es pas de bonne humeur. Bon, j'ai vu ta lettre, t'es parti. Tout ça. Il dit, reviens. S'il vous plaît, reviens. Claude Simard, au tourisme, chasse et pêche, a besoin de toi. Il faut que tu reviennes. Mais là, en revenant, tu vas aller avec Gérard D pour un petit bout de temps, parce que c'est pas encore tout organisé, les nouveaux bureaux, je ne sais pas trop. Tourisme, chasse et pêche. En tout cas, il y avait une raison que je ne connais pas, je ne m'en souviens pas. Alors moi, ça a été le moment le plus triste de ma carrière, c'est d'être adjoint parlementaire. Là, c'était vraiment moins qu'adjoint parlementaire aux affaires intergouvernementales. Et je me suis trop ce qui se passait là. On ne m'a jamais rien demandé. Je n'ai jamais rien demandé non plus. Mais la récompense est arrivée. La vraie récompense, quand M. Bourassa m'a dit, Gilles, tout est prêt, les locaux sont prêts, tu t'en vas rejoindre Claude Simard sur boulevard Lévesque, René Lévesque aujourd'hui, dans le temps c'était Saint-Cyril, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vas rejoindre Claude Simard, puis Claude a bien besoin de toi, puis il veut t'avoir. Donc, on est rendu là. Un petit retour en arrière. Vous avez présenté le rapport Giloud. Ah ouais. À quelle période du premier mandat ça s'est fait et qu'est-ce que vous proposez là-dedans? Parce qu'il y en a qui vous soupçonnaient d'avoir des ambitions assez élevées sur le plan politique. Ah oui? En tout cas, nous, on a fait le rapport Giloud en équipe, comme je vous ai dit tantôt, 2 volumes plus un 3e qui résumait. Situation de l'éducation physique dans les 50 dernières années. Il y avait plein de tableaux, ce qui est typiquement du Donald Gay, puis du Paul Hall, bon, etc. Et on a soumis ça. Puis la principale raison, enfin la raison qu'on cachait un peu, là, mais c'était de sortir des communications pour aller au ministère de l'Éducation. Et là, M. le premier ministre Bourassa a nommé 5 ministres, et les 5 sont arrivés à la même conclusion. Gilles Hood a raison, son petit groupe au commissariat sport loisirs, ça doit aller à l'éducation. C'est des beaux souvenirs. On continue la semaine prochaine. OK.